Une actualité chargée, une actualité que je pourrais résumer au travers de deux titres. 10 septembre, le cornu sur une poudrière, ça c'est la une de l'Humanité, et puis la une de la Croix, les riches payent-ils assez d'impôts? Ce sont en quelque sorte les deux questions que l'on peut se poser aujourd'hui, et c'est la raison pour laquelle je vous ai invité. Jérôme Fourquet, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur du département opinion et stratégie d'entreprise à l'IFOP. On vous doit notamment Métamorphose française, État de la France en infographie et en images. Et puis à côté de vous, Gabriel Zucman, bonjour. Bonjour. Gabriel Zucman, vous êtes économiste, professeur à l'École normale supérieure et directeur de l'Observatoire européen de la fiscalité. Et alors dès hier, vous êtes adressé à ce nouveau Premier ministre, Sébastien Lecornu, comme vous êtes moderne, vous l'avez fait sur X, et vous lui avez dit la chose suivante. Bonsoir Monsieur le Premier ministre, le temps est venu d'imposer les milliardaires pour redresser dans la durée les finances publiques et faire avancer la justice sociale. Alors le suspense est à son comble. Est-ce qu'il vous a répondu, Gabriel Zucman? Pas encore. Pourquoi l'avez-vous fait? Pourquoi pensez-vous, à la fois, ce sont deux questions bien distinctes, mais que ce nouveau Premier ministre pourrait vous entendre et qu'il devrait vous entendre? Il devrait entendre qu'aujourd'hui, il y a un dysfonctionnement dans notre système fiscal qui est que les milliardaires ne payent pas ou quasiment pas d'impôts sur leurs revenus. Et bon, il y a 30 ans, il y a 40 ans, on pouvait encore à la rigueur ignorer le problème parce que les conséquences pour le budget de l'État étaient assez limitées. Mais depuis, il y a eu une explosion de la richesse de ces grandes fortunes. C'est-à-dire que d'après le classement du magazine Challenge, par exemple, les 500 plus grandes fortunes ont vu leur richesse augmenter de 6% du PIB en 1996 à 42% du PIB aujourd'hui. Or, ces mêmes personnes, nous disent les études qui ont été menées ces dernières années par des économistes en partenariat avec l'administration fiscale, ne payent quasiment pas d'impôts sur le revenu, d'où la proposition que je défends, qui est très simple, qui consiste à dire qu'il faudrait qu'il y ait un minimum, un taux plancher d'imposition exprimé en pourcent de la fortune, et comme leur fortune pèse très lourd, il se trouve que ça rapporterait beaucoup d'argent. Si c'est le taux, un taux minimum de 2%, ça rapporterait de l'ordre de 20 milliards d'euros de recettes, et donc c'est au cœur de l'équation budgétaire. Mais alors, expliquez-moi, Gabriel Zucman, pourquoi ces braves gens ne payent-ils pas d'impôts alors que beaucoup de gens en payent sans avoir donc ces 100 millions de patrimoine? Parce qu'ils touchent leurs revenus via des sociétés holding familiales qui font écran à l'impôt. C'est-à-dire qu'ils peuvent comme ça toucher des milliards d'euros de dividendes, mais parce qu'ils ne les perçoivent pas directement, ces dividendes ne sont pas fiscalisés, ne sont pas soumis à la flat tax de 30%. Mais alors ça, c'est quelque chose que j'ai du mal à comprendre, parce que vous pouvez avoir une holding, une société, ce que vous voulez, dès lors que vous touchez des revenus en France, vous êtes résident français, vous payez des impôts. Et c'est justement précisément pas le cas pour les milliardaires. C'est-à-dire, vous avez raison de rappeler que pour vous, pour moi, pour les auditeurs qui Pour nous Jérôme écoutent, Fourquet aussi. les personnes qui touchent des salaires, elles vont payer de l'impôt, de la CSG, de l'impôt sur le revenu. Le taux va être 10, 20, 30% selon leur niveau de revenu. Pour les Français qui touchent des revenus de placement, des intérêts, des dividendes, ils vont payer la flat tax de 30%. Mais pour les milliardaires, pour lesquels la quasi-totalité de leurs revenus, c'est des dividendes, ils ne payent pas d'impôt sur leurs revenus sur ces dividendes, parce que sur le papier, ces dividendes ne leur sont pas versés à eux, personnes physiques, mais à des sociétés holding qui n'ont comme autre fonction, pour l'essentiel, que de faire écran à l'impôt. Et ensuite, cet argent... Je continue à vous embêter, Gabriel Zucman. Comment font-ils pour acheter leur pain, par exemple? Parce qu'il vous faut des sous pour acheter votre baguette. Donc, Monsieur Arnaud, comment il fait? Alors, pour ce qui est des dépenses de consommation personnelle, comme acheter une baguette, ils ont besoin de sortir un petit peu d'argent de la holding. Donc alors, et vous comprenez bien que quand vous avez 3 milliards de revenus de dividendes, comme Bernard Arnault au titre des bénéfices LVMH de 2024, l'achat de baguettes, ça ne va pas peser lourd par rapport à ces 3 milliards. Donc la quasi-totalité des 3 milliards reste dans la société holding, où cet argent est ensuite réinvesti pour acheter d'autres titres LVMH, pour diversifier le portefeuille, pour acheter de l'immobilier, pour faire de la philanthropie, pour acheter des médias. Enfin, en somme, pour faire tout ce qu'on peut vouloir faire
à ce niveau de fortune. Mais alors, ça veut dire que sur l'argent nécessaire à leur train de vie, donc les 28 centimes pour la baguette Lidl, par exemple, s'ils en achètent, pour ce train de vie-là, ils sont imposés en revanche comme tout Français. Oui, mais concrètement, ça revient à dire que sur une fraction epsilonesque de leurs revenus, ils sont imposés comme tout Français, et sur 99,9% de leurs revenus, ils ne sont pas imposés. Donc c'est ça le problème qu'on a aujourd'hui. Il est bien compris. Il y a une solution qui a été mûrement réfléchie, qui a été mise à l'agenda du G20 en 2024 par le Brésil, qui est à l'étude dans plusieurs pays pour résoudre ce problème. Parce que ce problème, il ne se pose pas qu'en France. Il se pose dans tous les pays. Alors, il est particulièrement extrême en France, au sens où le recours aux sociétés holding et plus généralement à l'optimisation fiscale est systématique chez les milliardaires français. Mais c'est un problème qui se pose partout. Et là, il faut qu'on avance vers une résolution de ce problème. D'après ce que j'ai compris, donc cette taxe Zuckman qui porterait votre nom, donc c'est une taxe à 2% sur les patrimoines supérieurs à 100 millions d'euros, elle toucherait 1800 foyers. À peu près, effectivement. Donc, il faut bien rappeler qu'il ne s'agit pas d'augmenter les impôts de tous les Français. Et c'est un dispositif extrêmement ciblé sur 1800 foyers fiscaux environ qui ont plus de 100 millions d'euros de patrimoine. Et on pourrait se dire, oh là là, 1800 foyers fiscaux, c'est vraiment très peu de gens. Et à quoi ça va nous servir tout ça? Eh bien, c'est très important de rappeler que ça peut rapporter 20 milliards d'euros dans un contexte où le précédent gouvernement cherchait à faire des économies de l'ordre de 40 milliards d'euros. Bon, Jérôme Fourquet, imaginez un instant, je suis un politique cynique. C'est pas bien, mais voilà, je m'adresse à vous. Je pense que cette taxe qui touche peu de gens, peu d'électeurs, 1800, qui semble aller dans le sens d'une justice sociale, et c'est une demande importante aujourd'hui. Pourquoi Emmanuel Macron est-il à ce point réticent pour appliquer cette taxe ? Alors, et sans doute parce qu'il a fait de ce qu'on appelle en économie la politique de l'offre un de ses mantras. Et depuis 2017, beaucoup des actions qu'il a fait prendre par ses différents gouvernements visaient à baisser la pression fiscale en France, notamment vis-à-vis des publics les plus fortunés, mais pas que. On rappelle qu'il y a eu la suppression de la taxe d'habitation, la suppression de la redevance télé, qui n'était pas payée que par les milliardaires, mais il y a eu aussi la mise en place de cette fameuse flat tax, c'est-à-dire un taux d'imposition forfaitaire à 30%, qui, pour les gens qui ont des gros revenus, eh bien, permet de ne pas payer les tranches, de ne pas être imposé aux tranches supérieures de l'impôt sur le revenu. Il a été question aussi de la transformation de ce qu'on appelait l'impôt sur la fortune en IFI, impôt sur la fortune immobilière. Alors, ça ne concerne pas que les 1800 foyers qui seraient concernés par la taxe Zuckman, c'est plusieurs dizaines de milliers de personnes qui, pour faire simple, l'ISF prenait en compte à la fois le patrimoine immobilier et le patrimoine mobilier, c'est-à-dire à la fois les résidences secondaires, les appartements de rapport que vous pouvez avoir, et également les actions, les titres, les actions ou les parts que vous pouviez avoir dans les sociétés. Et au nom de la dynamisation de notre activité économique, Emmanuel Macron avait décidé de sortir cette part mobilière, les actions, du calcul de l'impôt sur la fortune. Donc, lui, en termes de, cohérence dans son action économique et politique, et puis aussi dans sa vision des choses, il ne peut pas se satisfaire ou endosser cette taxe qui serait orthogonale avec tout ce qu'il a fait et prôné jusqu'à présent. D'aucuns rappellent également que, notamment en 2017, alors qu'Emmanuel Macron était une personnalité émergente dans le paysage politique, il a été financièrement puissamment soutenu par ce qu'on peut appeler la France possédante. Quand on va regarder typiquement les fonds les fonds qui avaient été versés en toute légalité par des contribuables pour abonder le budget de campagne d'Emmanuel Macron. On avait vu par exemple que les résidents français qui habitent à Genève, qui habitent à Bruxelles, qui habitent à Londres avaient abondamment soutenu
la campagne d'Emmanuel Macron. Ce qui lui avait valu ensuite, à la fois ses choix politiques et économiques, et puis ce soutien affiché d'une partie des grandes fortunes françaises, l'image qu'on lui a collée très rapidement de président des riches. Et donc, manifestement, il compte tenir sur cette continuer là-dessus. Mais Gabriel Zucman, est-ce que vous comprenez, au travers de ce que dit Jérôme Fourquet, ou au travers de vos différentes réflexions, l'opposition à votre taxe, une opposition, semble-t-il, quasiment philosophique ? Je comprends l'opposition des contribuables concernés. Et ils ont de bonnes raisons de s'y opposer, et c'est une très bonne chose qu'ils soient contre, parce que ça veut dire qu'effectivement, ça fonctionnerait, ça les ferait payer plus. Par exemple, Michel Barnier avait introduit dans son budget un impôt minimum de 20% sur les revenus, et on ne les a pas entendus se mobiliser à ce moment-là, parce que si vous faites un impôt minimum sur le revenu, sachant que tout le problème vient du fait que ces très grandes fortunes se structurent pour ne pas déclarer de revenus, ça ne les touche pas. Donc, on ne les avait pas entendus. Là, elles se mobilisent. Et ça nous indique que oui, ça rapporterait potentiellement beaucoup d'argent. Après, sur le fond, est-ce qu'on peut comprendre les arguments du socle commun qui s'opposent à ce type de mesure ? C'est quand même les arguments sont quand même très faibles et très difficilement compréhensibles. Pourquoi ? Alors, premier argument très important, très récurrent, le fameux ruissellement, c'est-à-dire ces riches sont très importants parce que s'ils s'en vont, eh bien la communauté nationale va s'appauvrir. Alors, avant tout, il faut rappeler deux choses. Je vais répondre à cette question, mais que tout le monde comprenne bien la proposition. Avec un taux plancher de 2% sur la fortune, c'est pas qu'on va demander aux ultra-riches de payer plus que le reste de la population. On va simplement leur demander de ne plus payer moins. C'est-à-dire que c'est le taux qui vient effacer la régressivité de notre système fiscal. Et pour le dire autrement, qui vient mettre en conformité nos lois fiscales avec notre principe constitutionnel fondamental d'égalité devant l'impôt. Donc c'est une simple mise en conformité. Première chose. Deuxième chose, la fortune des personnes concernées a augmenté en moyenne de 10% par an. 10% par an sur la période 1996-2025. Donc, avec un taux plancher de 2%, qu'est-ce qui se passe ? Si vous avez 1 milliard d'euros, début de l'année, mettons début de l'année 2026, en moyenne, vous pouvez vous attendre à la fin de l'année 2026 à avoir 1 milliard 100 millions. Avec ce taux plancher de 2%, on vous prendrait donc 2% d'un milliard 100 millions, 22 millions, et donc vous n'auriez que 1 milliard 78 millions d'euros à la fin de l'année 2026. Donc au lieu que votre patrimoine augmente de 10%, il augmenterait de 8%. Mais comme vous le voyez, on est quand même très loin de la confiscation. Donc c'est ça dont on parle. Pour en revenir à la question sur le ruissellement, quelles vont être les conséquences économiques de tout ça, on comprend qu'à partir du moment où il s'agit quand même d'un prélèvement somme toute modeste, il n'y a aucune raison de penser que ça va conduire à quelque désastre économique que ce soit. Au contraire, ça va nous permettre de générer les recettes fiscales qui vont être essentielles pour investir dans l'éducation, dans la santé, dans les infrastructures, dans les services publics qui sont le moteur et la clé de notre productivité et de notre croissance future. Critique philosophique à cette taxe, à son principe, Gabriel Zucman. Très bon livre de Michel Feher, publié aux éditions de la Découverte, Producteurs et parasites, l'imaginaire si désirable du Rassemblement national. On l'a reçu, Michel Feher, et je renvoie les auditrices et les auditeurs à cette émission. Mais en substance, il dit, voilà, on a tendance à désigner des parasites du bas, par exemple, les immigrés ou ceux qu'on appelle les assistés, parasites du haut, par exemple les riches, les très riches, les ultra-riches. Est-ce que votre taxe, elle ne consiste pas à viser justement ces parasites du haut ? Non, absolument pas. D'abord, je déteste cette terminologie, et d'autre part, c'est une incompréhension fondamentale sur la nature de ce qui est proposé. C'est-à-dire qu'on pourrait avoir un débat, qui serait un débat légitime et intéressant, sur la question de plafonner les écarts de richesse. Par exemple, Franklin Roosevelt aux États-Unis, en 1942, lui, il avait proposé de créer un revenu maximum légal en taxant à 100% tous les revenus qui seraient touchés au-delà de 25 000 $ de l'époque, l'équivalent de 2 millions de dollars d'aujourd'hui. Il y a des personnes qui disent pourquoi pas, dans cette logique-là, créer une fortune maximale. Il y a tout un débat sur le limitarianisme. Et ça voudrait dire quoi ? Ça voudrait dire taxer à 100% toutes les fortunes au-delà de 1 milliard. Voilà, on ne veut
pas qu'il y ait de milliardaires parce que finalement, une concentration trop extrême des richesses vient entrer en conflit avec nos idéaux démocratiques, méritocratiques, etc. Mais ça, ce serait une taxe de 100%. Là, on parle de 2%. Donc tout le monde comprend que ça n'a strictement rien à voir. Pourquoi alors, encore une fois, c'est étonnant, pourquoi Jérôme Fourquet, quelque chose qui semble aller de soi, ne va pas de soi? Alors, si vous me permettez, on peut essayer pour essayer de raisonner là-dessus, faire une comparaison avec ce qui est l'attitude très majoritairement observée de nos concitoyens sur le débat sur l'augmentation de la fiscalité sur l'héritage. On sait aujourd'hui qu'à peu près 80 à 85% des successions ne donnent lieu à l'acquittement d'aucun impôt, soit parce que le plancher n'est pas atteint, il y a des abattements importants quand vous êtes héritier en ligne directe sur le logement de vos parents, vous êtes prélevé assez peu, soit parce qu'il y a très peu à redistribuer, donc à prélever. Pour autant, quand on voit qu'il y a ce phénomène de concentration des richesses, ce qui se passe notamment au moment des successions, quand on sonde les Français depuis des années sur est-ce que vous seriez favorable à ce qu'on augmente l'impôt sur la fiscalité, etc., il y a une levée de bouclier qui est viscérale. Et donc ce qui se passe, c'est que beaucoup de Français considèrent que le prélèvement obligatoire aujourd'hui en France sont très élevés, et donc toute annonce de hausse d'impôt, même si vous n'êtes pas directement concerné, génère un réflexe assez urticant. On continue à en parler dans une vingtaine de minutes. Jérôme Fourquet, Gabriel Zucman, 8h sur France Culture. 9h, les matins de France Culture. Guillaume Erner. Et nos invités sont l'économiste Gabriel Zucman et le politiste Jérôme Fourquet. Une réaction à ce que mon camarade Jean Lémarie vient de dire. Mais c'est ce qu'on constate effectivement, cette lassitude de beaucoup de nos concitoyens qui se mêlent chez un certain nombre d'entre eux également avec beaucoup de colère. Une colère pour le fait que environ 2 tiers des électeurs, ceux qui ont voté pour la gauche ou ceux qui ont voté pour le Rassemblement national aux dernières élections législatives, ont le sentiment qu'on leur a volé leur vote. Le Rassemblement national dans l'entre-deux tours, avec la mise en place du Front républicain, la gauche, quand elle est arrivée en tête en nombre de sièges, et que ce n'est pas un membre de leur famille politique ou de leur coalition qui a été nommé à Matignon. Et comme vous l'indiquez, le fait qu'on nomme aujourd'hui un très proche du président ne va faire qu'accentuer, le procès à la fois en surdité du président de la République. Mais il y a aussi une lassitude devant cette espèce de jeu de théâtre qui joue de plus en plus devant une salle vide, avec des Français qui se détournent. Comme vous l'indiquiez, nous, dans nos enquêtes d'opinion, on voit que le niveau de notoriété des ministres est extrêmement faible. Et on voit aussi émerger des comportements qu'on a connus à une certaine époque en Italie, pays voisin d'une autre, mais qui est culturellement assez différent, notamment dans son rapport à l'État, avec toute une partie de la société civile qui maintenant se dit on n'a plus rien à attendre de l'État et nous allons faire nos vies nous-mêmes, des petits élus locaux, des chefs d'entreprise qui disent bon, il y a les règles qui sont édictées à Paris, mais tout ça, en n'attendant plus grand-chose, ça ne correspond pas à ce que nous vivons, et donc on va essayer de faire autrement. Alors donc, ça veut dire que s'ils n'attendent plus rien de la politique, alors c'est un drame pour les politiques et ceux qui s'y intéressent, mais pour eux, leur vie continue normalement. Alors, elle continue normalement, mais c'est pas dans la culture française de ne rien attendre du politique. On a vu aux dernières élections législatives qu'on avait eu un sursaut de participation, donc les gens ont joué le jeu, et donc il y a à la fois cette lassitude et cette colère. Dernier indicateur, quand François Bayrou a été invité sur les 4 chaînes, alors c'était certes des chaînes d'information en continu, mais c'est un moment politique important, et on est à quelques jours du vote de confiance. L'audience cumulée, c'est 1 900 000 personnes. Seulement sur un Premier ministre qui va s'exprimer à un moment important. Donc sans doute que la nomination de M. Lecornu ne va faire qu'accentuer ces fractures, à la fois cette colère et cette lassitude chez beaucoup de nos concitoyens. Certains titres de la presse quotidienne régionale titraient hier, avant qu'on connaisse la décision présidentielle, au suivant 3 petits points. Gabriel Zucman. Oui, moi je pense que pour sortir du sentiment de lassitude qu'évoquait Jean Lémarie, il faut revivifier notre démocratie, et que revivifier la démocratie, ça passe par sortir du discours nihiliste et défaitiste qu'on entend tout le temps, qui consiste à dire qu'on ne peut rien faire pour lutter contre l'injustice, on ne peut rien faire d'une façon plus générale sur le plan
économique et sociale, parce que, voyez-vous, si jamais on essayait de mieux taxer nos grandes fortunes, elles s'exileraient toutes en Suisse ou en Belgique, etc. C'est pour ça que c'est une bonne chose, de mon point de vue, que la question fiscale, la question de la justice fiscale revienne au cœur du débat public et qu'on comprenne qu'il y a des options qui sont différentes et qui chacune sont viables. Il y a plein de choses qu'on peut faire, nous, la France, tout seul, au sein de l'Union européenne et plus généralement dans un monde globalisé. C'est pas vrai que si on taxe demain les milliardaires, ils vont tous partir en Suisse. On peut prendre des mesures, des dispositifs. C'était le cas dans la proposition de loi sur l'impôt plancher qui a été adoptée par l'Assemblée nationale en février pour dire, si vous choisissez de vous exiler, vous allez continuer à devoir payer cet impôt plancher pendant un certain nombre d'années après votre départ. Dans la proposition de loi, c'était 5 ans, pour aller plus loin, 10 ans, 15 ans. Et avec des mesures de cette nature, on peut, je pense, revenir à un débat constructif et productif et faire en sorte que les Français se passionnent encore plus pour le débat politique. Bon, mais François Bayrou a essayé de faire des choses, il a visé les boomers, et il a essayé d'avoir vous faites une grimace. Jérôme Fourquet, je vous propose donc de la traduire en mots. Il a été évoqué tout à l'heure le côté un peu brouillon de la démarche qui a été adoptée ces dernières semaines par le Premier ministre. Et puisqu'on citait des sondages, et c'est pas un sondage de l'IFOP, une enquête est sortie lundi soir après l'annonce du vote de défiance à l'égard du Premier ministre. On avait 76% des Français qui approuvaient cette décision. Vous voyez, donc on vient de quelque part congédier quelqu'un et vous avez 3/4 des Français qui approuvent. Donc on voit bien que cette fracture est immense et cette colère est immense. Emmanuel Macron, quand il a fait campagne pour la première fois en 2017, avait déjà diagnostiqué cette fracture française et il s'était promis, il s'était donné comme ambition dans son programme, dans son livre qui s'appelait Révolution, le fait de réconcilier les Français, de résorber cette fracture, de changer la façon de faire de la politique, de faire émerger des nouveaux visages, des nouveaux profils, des nouveaux parcours. Et donc nous sommes là 8 ans plus tard et nous voyons que manifestement, alors il est vrai qu'il avait mis la barre très haut, cette ambition n'a pas été atteinte. Mais il y a quand même quelque chose d'étonnant, Gabriel Zucman, c'est que beaucoup de gens sont aujourd'hui persuadés que ce qui pêche en France, c'est la fiscalité. Il y a eu, je crois, un gouvernement de gauche, en tout cas un président socialiste élu. Il y a eu énormément de débats sur la fiscalité, et puis rien ne change, sauf probablement des choses à la marge dont on a parlé, suppression de l'ISF au profit de l'IFI, enfin bref. Toutes ces dispositions. Comment vous expliquez ça, vous qui travaillez en tant qu'économiste sur la fiscalité ? D'abord, il faut rappeler que les mesures du type imposition plancher des très grandes fortunes sont plébiscitées par l'opinion. C'est-à-dire que dans les enquêtes disponibles, il y a 77% des Français qui se disent être en faveur d'un taux plancher de 2% sur les milliardaires. Ça renforce encore l'interrogation, la surprise. Non, je pense que ça reflète en partie la mobilisation des contribuables concernés qui ont un pouvoir quand même considérable en France et qui ne sont pas les moins doués pour défendre leurs intérêts. Et je pense aussi que plus positivement, on va y arriver. C'est-à-dire, ça va mettre peut-être un peu de temps. On est dans une situation, pour le moment, de blocage, mais on voit une piste de sortie et de pacification de la vie publique qui consiste à dire, oui, effectivement, on va s'attaquer à cette injustice et on va y répondre. Alors, est-ce que ça va mettre 1 an, 3 ans, 5 ans ? J'espère très rapidement. Moi, juste pour finir sur peut-être un précédent historique, tout ça rappelle quand même ce qui se passait au début du XXe siècle, au moment du vote de l'impôt progressif sur le revenu. Il y avait des débats enflammés. La Chambre des députés avait adopté un impôt sur le revenu au taux de 2% d'abord en 1909, bloqué pendant 5 ans par le Sénat à majorité conservatrice, qui finira par l'adopter en 1914, juste avant le début de la Première Guerre mondiale. Là, la question, c'est est-ce qu'on perd encore 5 ans, on reste sur un blocage de 5 ans, ou est-ce qu'on accélère ? Alors, Jérôme Fourquet. Je disais tout à l'heure que
par exemple, sur la question de l'héritage, il y avait aujourd'hui des réflexes un peu instinctifs, hostiles à toute hausse de fiscalité, même si elle ne vous touche pas, vous, personnellement. Néanmoins, on voit typiquement dans des milieux comme les patrons de petites et moyennes entreprises, qu'il y a également une prise de conscience qu'il y a un système fiscal qui est inégalitaire, avec toute une série d'exonérations, des dispositifs également d'optimisation qui font que des PME ou des TPE vont payer un taux d'imposition qui est nettement supérieur, en taux, je parle bien en taux, à ce que, au final, après optimisation, les plus grands groupes payent. Et donc, même dans un public qui n'est pas le plus allant sur la hausse de la fiscalité, il y a cette prise de conscience d'un fonctionnement à deux vitesses ou de dispositifs assez confidentiels qui permettent à ceux qui sont les plus outillés d'optimiser très sérieusement le montant de leur impôt. Jean Lémarie. Ce débat fiscal, il est là. Je crois que dans le brouillard que nous voyons tous ce matin et dans lequel nous pataugeons et nous allons patauger, il y a une certitude, je crois, c'est que le nouveau Premier ministre et le nouveau gouvernement ne pourront pas faire l'économie de ce débat. Pour une raison simple, c'est qu'il est là sur la table, qu'il a besoin d'appui, qu'il a besoin à minima, s'il veut perdurer, d'une non-censure du Parti socialiste et que le Parti socialiste, avec pourtant ce petit groupe, je le rappelle, de 66 députés, est là aujourd'hui un groupe pivot. Et cette question fiscale, il l'a mise tout en haut de la pile. Donc la discussion va avoir lieu. Je suis incapable de vous dire aujourd'hui comment elle va aboutir. C'est intéressant de voir aussi ce que le Rassemblement national dit là-dessus, la manière dont il se positionne. Jean-Philippe Tanguy, président délégué du groupe à l'Assemblée du groupe RN, rappelait hier soir que son groupe ne s'était pas opposé au vote du début de l'année. C'est ainsi qu'il présentait les choses. Gabriel Zucman va réagir, je le vois. Il va falloir être très attentif aux positions des uns et des autres, non seulement par rapport au gouvernement, mais aussi vis-à-vis de l'opinion et de ses attentes. Gabriel Zucman. Oui, sur la position du RN, très important de comprendre deux choses. D'abord, au moment du vote qui a eu lieu à l'Assemblée nationale en février, c'est vrai que sur le vote final, le RN s'est abstenu, mais en réalité, il s'est opposé à la mesure. Pourquoi ? Parce que le socle commun avait introduit un amendement pour vider le dispositif de sa substance en excluant les biens professionnels, et le RN avait voté cet amendement. Et c'est d'ailleurs pour ça que le socle commun l'avait introduit, c'était en escomptant le vote du RN. D'accord ? Donc sur le fond, le RN s'est opposé. Et d'ailleurs, quand vous écoutez Jordan Bardella, il dit très clairement, et dans des termes qui sont identiques à ceux du président de la République, qu'il est opposé à cette mesure. Pourquoi ? Parce que ça ferait de l'exil fiscal et ça affaiblirait l'économie française. Justement. Non, juste d'un mot, c'est intéressant parce que Jean Lémarie. ce que Gabriel Zucman décrit là, c'est précisément les contradictions actuelles du Rassemblement national et cette espèce de valse-hésitation permanente, y compris dans sa vision de la fiscalité et dans son souci de répondre à des électorats différents. Quelle sera la position finale ? Comme souvent avec le Rassemblement national, je n'en sais rien. Alors, vous n'en savez rien, mais Jérôme Fourquet, justement, au moment de sa nomination, on a expliqué que Sébastien Lecornu était quelqu'un d'extrêmement civil, qui pouvait s'entendre avec le Parti socialiste et qui pouvait s'entendre avec le Rassemblement national, puisqu'il aurait noué des liens avec celui-ci. Est-ce qu'il peut gouverner, je ne sais pas, avec le PS et le RN, l'un et l'autre, l'un ou l'autre ? Ça s'appelle le en même temps. Et donc, ça a été à la mode un moment en France. Les propos que vous prêtez à la qualification de M. Lecornu, on a à peu près entendu les mêmes quand François Bayrou a été nommé en disant c'est un vieux routier de la politique, il sait faire, vis-à-vis du Rassemblement national. Il avait envoyé des signaux sur la proportionnelle, sur ce qu'on appelait la banque de la démocratie, c'est-à-dire une banque pour financer les partis politiques qui n'avaient pas accès ou difficilement accès au financement public. On rappelait aussi comment François Bayrou avait dit que si Marine Le Pen ne parvenait pas à obtenir ses 500 signatures à l'élection présidentielle de 2022, il mobiliserait des élus du MoDem, etc., etc. Et on a vu ce qu'il en était. Donc moi, je pense que par-delà les questions de casting, même si elles sont importantes, le savoir-faire politique, la capacité à négocier, il y a quand même la réalité des rapports de force électoraux. Nous sommes dans une Assemblée nationale qui est coupée en trois blocs et aucun des trois blocs ne veut officiellement travailler avec les autres. Ils représentent des intérêts sociologiques qui sont différents et n'oublions pas non plus que le chronomètre tourne et que nous approchons
inexorablement d'autres échéances électorales, les municipales au mois de mars prochain, et puis tout le monde, en tout cas dans les états-majors politiques, a en tête la présidentielle, et que ça va être très compliqué pour le Parti socialiste ou pour le Rassemblement national d'être perçu comme étant un peu la béquille ou permettant à un bloc central en perte de vitesse de gagner du temps. Les intérêts politiques et partisans de ces formations-là ne les poussent pas au compromis pour l'instant. Qu'est-ce que vous en pensez, Gabriel Zucman? Parce qu'il y a quand même quelque chose de très étonnant dans notre période, c'est qu'a priori l'économie est centrale. Elle est d'autant plus centrale qu'on a, paraît-il, une question budgétaire à régler, une question de dette. Et on a la sensation que l'économie est néanmoins reléguée au deuxième, au troisième plan. Non, la question du budget est absolument centrale. Je pense que tout le monde le comprend. Je pense qu'il est assez simple aussi de comprendre qu'il va être impossible de demander des sacrifices à qui que ce soit, des baisses de dépenses publiques, avant que les acteurs économiques les plus riches et les moins taxés soient mis davantage à contribution. Ça, François Bayrou, apparemment, ne l'avait pas... Ne l'avait pas compris, mais on voit où ça l'a mené. Donc, c'est l'évidence que si on veut sortir du blocage budgétaire, il faut commencer par corriger cette injustice fiscale. Ça ne va pas suffire, c'est nécessaire, mais ce n'est pas suffisant. Ça pourrait quand même beaucoup nous aider. Donc maintenant, comment dire, ce que je veux dire au Premier ministre, c'est qu'il y a une proposition de loi qui a été adoptée par l'Assemblée nationale. Ce n'est pas une assemblée de gauche, mais néanmoins, il y avait une majorité très claire qui s'est dégagée parce que le bloc central, le RN, même s'ils étaient opposés dans le fond, ils n'ont pas osé manifester leur opposition, se présenter et voter contre. Pourquoi ? Parce qu'il y a un soutien populaire extrêmement fort. Maintenant, il faut que cette proposition puisse aller à son terme. Certes, elle a été rejetée par le Sénat, mais je pense que le Sénat, comme il l'a fait par le passé, et j'espère que ça ne va pas prendre 5 ans, peut comprendre le besoin de cette mesure, et il faut qu'elle aille au terme de son processus législatif et démocratique. Il y a un argument, Jérôme Fourquet, qui dit qu'aujourd'hui, il y a 60% des Français qui touchent plus de l'État qu'ils n'en reversent. Et ces 60% de Français pourraient, je pose la question, être conduits à vouloir que rien ne change. En tout cas, du point de vue de leur imposition. Est-ce que ça n'est pas donc une explication à cette stabilité fiscale, alors même que, manifestement, si rien ne change, eh bien, les choses ne s'amélioreront pas? Alors on a 56% de la richesse nationale qui est consacrée à la dépense publique. Donc ça veut dire qu'il y a une énorme machine qui prélève et qui redistribue. Et effectivement, manifestement, on a 6 Français sur 10 qui, tout transfert confondu, bénéficient plus qu'ils ne contribuent. Et donc, on voit bien qu'à chaque demande d'effort budgétaire, eh bien, toutes ces catégories de la population, c'est bien normal et c'est assez humain, vont se mobiliser pour dire demandons des efforts aux autres. Et donc, pour aller rebondir sur ce que disait M. Zucman, sans doute qu'il y a aujourd'hui un préalable à la prise de conscience et à l'acceptation d'efforts partagés. Et ce préalable, c'est que ceux qui reçoivent le plus montrent l'exemple. Donc, à la fois les plus fortunés, et sans doute aussi dans l'imaginaire collectif, même si ce ne sont pas eux les plus fortunés, le personnel politique. Ce que François Bayrou, par exemple, a compris tardivement. Donc si aujourd'hui vous voulez passer le mur du son dans l'opinion sur la nécessité que collectivement des choses évoluent, il faut que ceux qui soient en haut de l'affiche soient mis d'abord à contribution pour qu'ensuite, voilà, parce que le réflexe instinctif, c'est de dire pourquoi on me demande à moi et pourquoi pas aux autres. Et bien dire, regardez les autres, notamment ceux qui sont le plus en situation, sont mis à contribution. Donc à vous, on va aussi peut-être demander un petit quelque chose. Gabriel Zucman. Oui, si on regarde historiquement, comment est-ce qu'on est sorti des problèmes de dette et de déficit élevés par le passé, que ce soit au moment de la Révolution française au XVIIIe siècle, que ce soit l'Allemagne au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, il y a beaucoup d'autres exemples. C'est pas en demandant à ceux qui ont le moins de faire des sacrifices, c'est en demandant à tous ceux qui le peuvent, à commencer par ceux qui ont le plus. Donc, l'attitude qui consiste à dire, et qui a été l'attitude du pouvoir exécutif, nous ferons tout
ce qui est possible et envisageable, des baisses de remboursement de médicaments, suppression de jours fériés, etc., avant de demander quoi que ce soit aux milliardaires, c'est précisément l'inverse de ce qui a toujours été fait historiquement pour débloquer les situations budgétaires qu'on connaît aujourd'hui. Et c'est ça qui est au cœur, en fait, du blocage. Donc il faut, si on veut sortir du blocage actuel, adopter la démarche précisément inverse. J'ai un très mauvais argument, mais je vais quand même l'invoquer devant vous, Gabriel Zucman. C'est pourtant le mouvement mondial. Donald Trump, par exemple, consiste dans sa politique économique à favoriser les milliardaires en étant élu par des gens qui ne le sont pas. Sauf que, en réalité, quand vous regardez l'évolution du débat aux États-Unis, ces propositions sont maintenant au cœur de la discussion. Alors certes, Donald Trump a gagné l'élection présidentielle, mais il va pas rester au pouvoir elles ne passeront pas, sauf il y a les midterms. Mais... Non, mais comment dire, en 2020, vous avez Bernie Sanders, Elizabeth Warren qui font campagne sur des impôts sur la fortune nettement plus corsés que ce dont on parle aujourd'hui. Taux de 5% au-delà de 1 milliard pour Elizabeth Warren, 8% au-delà de 10 milliards pour Bernie Sanders. Mais plus intéressant, Joe Biden, qui a fait campagne contre ces propositions, une fois élu, a mis dans son propre budget une proposition encore plus ambitieuse qui consistait à créer un impôt minimum de 25% sur le revenu, y compris toutes les plus-values latentes, à prendre 25% du stock de patrimoine en année 1 des milliardaires américains. Bon, bref, on voit que le débat, en réalité, monte dans tous les pays. Le G20, le Brésil l'a mis à l'agenda du G20 l'année dernière. Le G20, effectivement, en ce moment, est bloqué en raison de l'attitude des États-Unis, mais il y a plusieurs pays qui ont annoncé leur volonté de soutenir la démarche du Brésil et de créer une coalition des volontaires pour faire avancer la question de l'impôt plancher sur les milliardaires au niveau international. Il y a l'Espagne, il y a la Colombie, il y a l'Afrique du Sud, il y a le Brésil. On voit que le débat est en train de monter aussi fortement en puissance au Royaume-Uni. Bref, c'est pas un débat franco-français qu'on a, c'est un débat mondial parce que les deux ingrédients, ils sont présents partout, à la fois la très faible taxation des milliardaires d'une part, et d'autre part l'explosion de leur fortune, sans doute un des phénomènes les plus marquants de l'évolution de l'économie mondiale depuis une trentaine d'années. On les observe partout. Qu'en pensez-vous, Jérôme Fourquet, en conclusion? Est-ce qu'on peut imaginer que les choses changent en 5e tentative, puisque c'est le 5e Premier ministre? Nous verrons. Gabriel Zucman décrit des mouvements de plaques tectoniques au niveau mondial, et donc on verra si tout ça bouge aussi en France. Si on veut être optimiste, on peut se dire que c'est peut-être le moment ou jamais, vu que la situation est bloquée. Donc, essayons de raisonner en dehors du cadre habituel. Si on est un peu plus pessimiste, on se dit on est sur un tel niveau de blocage et de tension politique que les choses vont être compliquées. Et donc, il faudra regarder si le bloc central est capable, et si Emmanuel Macron est capable, quelque part, d'accepter des choses qui iraient dans ce sens, qui sont, encore une fois, je le répète, en contradiction totale avec la ligne politique qui était la sienne. Et sur beaucoup de choses, Emmanuel Macron a varié, mais sur la question de la politique fiscale, et notamment sur l'imposition des plus gros patrimoines, il a toujours été d'une grande constance. Gabriel Zucman, un mot de conclusion? Non, en un mot, je pense que la clé d'une pacification des relations sociales, du retour vers une forme de stabilité politique, passe par des progrès concrets, tangibles, rapides, vers plus de justice fiscale et donc la question du moment, l'imposition minimale des milliardaires. Mais est-ce que vous avez eu des retours? Donc on a bien compris que le tweet que vous aviez fait à Sébastien Lecornu hier n'a pas eu de réponse. Est-ce que vous avez eu néanmoins des discussions avec ce que Jérôme Fourquet appelle le bloc central? Quand vous parlez aux parlementaires du bloc central, il y en a beaucoup qui disent oui, on comprend le problème, on comprend la solution, mais il y a un blocage au niveau du pouvoir exécutif, et en l'occurrence du président de la République. Mais je pense qu'il y a une majorité au Parlement, et il y a déjà des parlementaires du bloc central qui ont annoncé leur volonté, si le texte revenait à l'Assemblée, de voter pour. Merci beaucoup Gabriel Zucman. Je rappelle que vous êtes économiste. Merci à Jérôme Fourquet. Votre dernier ouvrage, Métamorphose française, État de la France en infographie et en images, c'est aux éditions du Seuil. Mais